la vie et la mort, la souffrance et la joie. Les ampoules des pieds meurtris par trop de marches. Le jasmin derrière la maison. Les persécutions. Les atrocités sans nombre. Tout. Tout est en moi et forme un ensemble puissant. Je voudrais vivre longtemps pour être en mesure de l'expliquer. Mais si cela ne m'est pas donné, un autre reprendra le fil de ma vie là où il se sera rompu. C'est pourquoi je dois vivre ma vie avec toute la conviction possible, jusqu'au dernier souffle, de sorte que mon successeur ne rencontre pas trop de difficultés. Etty Hillesum, le 3 juillet 1942, Amsterdam. J'en ai marre. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre. Ça va pas. Et puis tu m'énerves avec ton balai. Mais calme-toi. Je suis pas bien, il y a rien qui va. Qu'est-ce que tu veux, ça va pas. Bah, moi aussi, je pourrais parler comme ça, Lucie. Regarde ce chantier, ça devait terminer depuis un mois et il y a du sable partout. Mais on s'en fout de ton sable. Lucie! Tu pourrais pas sortir un peu de chez toi et regarder ce qui se passe dehors? Chacun chez soi, chacun pour soi, ras-le-bol. Lucie, tu ne m'as jamais parlé comme ça? Eh bien non. Je ne t'ai jamais parlé comme ça. Parce que je te parle d'autre chose. Je te parle de cette peur ambiante, de cette haine entre les gens, de l'histoire qui ne cesse de se répéter sans arrêt. Mais quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Tout ça, Lucie, ça a été comme ça depuis la nuit des temps, si tu savais. Bien justement, je ne sais pas grand-chose, hein, parce qu'on ne s'est jamais vraiment parlé. Je sais simplement que ton père a été fait prisonnier pendant la guerre, c'est tout. Et toi, comment as-tu vécu tout ça? C'est vrai, c'est difficile d'en parler. Ce livre que je t'ai donné il y a un mois, tu l'as lu? Si je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai relu, il m'a passionné. Mais pourquoi tu me parles de ce livre? Tu vas comprendre. C'est que la femme qui a écrit ce livre, Etty Hillesum, je l'ai connue personnellement. Ah bon? Oui. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ah, je ne sais pas. Mais
C'est à travers les mots d'Etty que j'aurais aimé que tu comprennes notre époque. Non pas que j'ai vécu ce qu'elle a vécu. Moi, j'étais cachée avec ma mère par des amis. Mais j'ai connu la peur et j'ai vu la haine en face. Après la guerre, j'ai voulu en parler, mais ma famille n'a pas voulu. Et c'est 40 ans après que j'ai pu mettre, grâce à ce livre, des mots sur ce que j'aurais aimé dire. C'est pour ça que tu me l'as fait lire. Mais dis-moi, tu as vraiment connu Etty? Bah oui. C'était en 1941, j'avais 15 ans. J'habitais Amsterdam. Et ma mère, ton arrière-grand-mère, était russe. Elle voulait que j'apprenne sa langue. Alors un jour, j'ai sonné à la porte d'un professeur de russe. C'était Etty Hillesum. À 27 ans, tiens, elle avait ton âge. Elle travaillait comme fille au père chez Han Wegerif, un homme veuf qui logeait des étudiants en plein Amsterdam. Etty m'a ouvert sa porte ce jour-là. C'était une jolie femme, gaie, accueillante. Vas-y, mamie, continue. Etty est née à Middelburg, en Hollande, en 1914. Et elle est morte à Auschwitz, en Pologne, en 1943. Issue d'une famille chaotique et dérangée. Regardons la photo de la famille Hillesum prise à Deventer en 1931. Tu connais la photo? Eh ben, tu vas jouer la mère. Moi? Ben oui, au milieu, là. Oh là là. Riva Bernstein. C'est ça. Russe, bruyante, cheveux rouges. Fais voir. Pas mal. Ah. Et le père? Louis Hillesum, juif, professeur de latin et grec, intellectuellement brillant. Le fils aîné Jaap? Distant, étudiait la médecine, a fait plusieurs séjours à l'hôpital psychiatrique. L'enfant doué Micha? Pianiste, schizophrène. On le mettait au piano à 4 ans, il jouait du Mozart. Et Etty. Premier enfant de cette union houleuse, la figure sans expression. Etty dira un jour: autrefois, ma pittoresque famille me coûtait chaque nuit au moins 1 litre de larmes de désespoir. Et mamie, c'est fini la photo. Mais tu connais bien le livre. Eh ben, je continue. Le mal-être d'Etty est constant. En 1932, elle vient à Amsterdam faire des études de droit. Elle déménage souvent et vit plusieurs relations amoureuses avant d'arriver chez Han Wegerif. Elle va même devenir son amante. Tu sais ce qu'elle a écrit sur la première page de son journal? Érotiquement, je suis assez raffinée, et j'oserais même dire assez experte, pour me compter parmi les bonnes amantes. L'amour semble parfait. Toutefois, ce n'est qu'un jeu éludant l'essentiel. Et tout au fond de moi, quelque chose demeure emprisonné. Oui, c'est pour ça qu'elle est allée chercher de l'aide. Un ami lui parle d'un certain psychologue Julius Spier, disciple de Jung, pas n'importe qui, hein, expert en chirologie. Le chirologue étudie les mains d'une personne comme un deuxième visage. Spier y voit le chaos et aussi la grandeur. Et c'est cette grandeur-là qui veut faire ressortir. Julius Spier, une silhouette massive de taureau. Un être vivant qui lutte partagé entre ses forces primitives et sa spiritualité. C'est ça, il était comme ça. Et les premières visites d'Etty chez lui?
Mon petit 2 pièces, là. Regarde. Ravissante. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Etty Hillison. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Eh bien, donnez-moi votre main. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une demande en mariage. Non, 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 non. C'est pour étudier dessus. Les deux, s'il vous plaît. Arceau, il y a chez vous des dons de réflexion philosophique et d'intuition. Mais ça part dans tous les sens. Il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ce désordre. Je peux vous aider. 8 jours plus tard. Alors, mademoiselle Etty, comment vous sentez-vous intérieurement aujourd'hui? Tout au fond de moi, il y a une pelote agglutinée, quelque chose qui me retient dans une poigne de fer. Je sais. Eh bien, vous pourriez commencer vos journées. Chaque matin, une demi-heure d'exercice physique et respiratoire. Une autre demi-heure. Rentrez à l'intérieur de vous-même. Écoutez au-dedans. Et recherchez la paix. Et enfin, vous pourriez écrire votre journal intime. Là. Voilà. Pour vous le montrer. Oh non, 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 non. Cela restera votre secret. C'est pour vous aider à mettre des mots sur ce que vous vivez. Ce qui est ici doit venir là. Essayez, vous verrez. Confiance, mademoiselle Etty. Et à la semaine prochaine. Merci. Me voilà donc chez lui, moi et mon occlusion de l'âme. Il allait remettre de l'ordre dans ce chaos intérieur. Toute ma vie, j'ai eu ce désir. Si seulement quelqu'un venait me prendre par la main et s'occuper de moi. Et voilà que ce parfait inconnu, ce monsieur Spire, s'occupait de moi. Et en une semaine, il avait déjà fait des miracles. Mamie, retrouvons Etty quelques jours plus tard. Ces rayons de soleil sur les branches sombres, le gazouillis des oiseaux, et moi, sur cette poubelle au soleil. Je me suis souvent retrouvée assise là par le passé, mais jamais je ne me suis sentie comme aujourd'hui. Maintenant, j'éprouve tout. Et alors après? Eh bien, vas-y, toi, continue. Je vais essayer. Et tandis que j'étais assise là au soleil, j'ai ressenti soudain comme un être humain peut se laisser tumultueusement tomber à genoux. Et alors s'apaiser. Le visage enfoui dans ses mains jointes. Ne pas parler, ne pas écouter le monde extérieur, mais faire en soi un silence total et laisser résonner ce que l'on a de plus personnel, de plus privé, et cela l'écouter. Petit à petit, une vie intérieure s'ouvre à elle. Mais sur le plan affectif, elle se cherche vraiment. T'as repéré, mamie, tous les hommes qu'elle a aimés? Oh, et parfois elle était amoureuse de 2 à la fois. Oui, oui. Ça te surprend? Bah oui. Et toi? T'en penses quoi? Moi, je pense que c'est possible d'aimer 2 personnes en même temps. Ah bon?
Ça m'étonne de toi. Oh, je dis pas que ça va m'arriver. Hein. Oh, en tout cas, à Etty, ça lui est arrivé. Hein. Elle a même été enceinte. Ah oui, de Han Weygriff. Tu sais, Lucie, moi, quand j'ai lu ça, j'étais très étonnée. Je ne savais pas qu'ils étaient ensemble. Ah bon? Non. Et puis elle a avorté. Ça a été très difficile pour elle, cet avortement. De toute façon, je suis incapable de te donner assez de force. Et il rôde trop de germes morbides dans cette famille à l'hérédité chargée, ma famille. Récemment, lorsqu'il a fallu emmener un Micha en pleine crise, je me suis juré de ne jamais laisser sortir de mes entrailles un être aussi malheureux. C'est étonnant. Tous ces paradoxes en elle. Son enfant à elle, ça va être l'écriture. Elle en parle dans toutes ses pages. Tu sais, Lucie, un jour, il pleuvait tellement fort qu'Etty était obligée de faire sécher mes vêtements autour du poêle. Elle m'a passé une petite robe en laine à elle. Et cet après-midi-là, ils ont tous fait de la musique. Parce que tu comprends, déjà l'automne 41, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller dans les lieux culturels. Alors ils faisaient la musique chez eux. Il y avait tout le monde cet après-midi-là. Il y avait Liesl, il y avait Speer, il y avait Tide, et Gera, et Franz, et Etty, et moi. Schubert, Seligkeit. Tiens. Freudensaal blühen im Himmelssaal, Engel unterklärten, wie die Väter lehrten, oder müsst ich sein und mich ewig freuen, und mich ewig freuen. Jedem Lächeln traut eine Himmelsbraut, Harf und sachte klinget, und man tanzt und singet. Oder möcht ich sein und mich ewig freuen, und mich ewig freuen. Merci, Lucie. Oh là là, cette époque. Hein. Tu voulais la connaître. Hein? Eh bien, déjà au milieu de 1941, des arrestations, terreur, camps de concentration, des pères. Mon père, des frères, des sœurs, arrachés arbitrairement à leurs proches. On cherchait un sens à cette vie. On s'était demandé si on en avait encore un. J'ai essayé de regarder au fond des yeux la souffrance de l'humanité. Je me suis expliquée avec elle.
d'absurdité a fait place à un peu d'ordre et de cohérence. Et me voilà capable de continuer mon chemin. Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits. Et Dieu est enseveli. Alors il faut le déterrer et le remettre au jour. Mon Dieu, prenez-moi par la main. Je vous suivrai bravement sans beaucoup de résistance. Je me déroberai à aucun des orages qui fondront sur moi dans cette vie. Je vous suivrai partout et je tâcherai de ne pas avoir peur. Je ne veux rien être de spécial. Je veux seulement tenter de devenir celle qui est déjà en moi. Mamie, est-ce que c'est pas une des premières fois qu'elle s'adresse à Dieu? Et c'est Spire qui a éveillé tout cela en elle. Tu comprends, elle fréquentait pas les synagogues ni les églises. Oh, elle avait un tempérament plutôt rebelle. Hein. Elle était même complètement hors cadre. Et t'as vu comment elle se remet en cause tout le temps. Je voudrais te demander de ne pas trop te regarder dans la glace, tête de linotte. Ce doit être affreux d'être une beauté, intérieurement. On se ratatine peut-être complètement. Je me sens parfois, mais comme une poubelle. Tu continues à te griser et à te délecter de tous tes remous intérieurs. Tu n'es qu'une chiffe molle et une bonne à rien. Ma petite, tu te sens pas traque? T'as pas envie de donner ton cours cet après-midi? Oh, sérieusement, ça cache autre chose. Tu n'es pas vraiment malade. C'est de la vanité et un besoin de te mettre en valeur qui te font désirer d'être toujours aussi plaisante et piquante que possible chez les autres. Et maintenant, arrête ton cirque. Eh ben, elle y allait avec elle-même. Et Spire la mettait dans tous ses états. Elle l'aime, elle en est dégoûtée. Elle veut s'en détacher. Et puis dans les thérapies, qui allaient parfois jusqu'à la lutte, elle veut le posséder. Oh. Je sais que je l'aime très très fort. Déjà, à la fin de notre conversation téléphonique d'hier soir, qui désormais conclut toutes nos journées, et où notre amitié atteint des sommets, je lui ai dit: Julius. Oui, Etty? Tu sais, toute cette semaine, je me suis sentie malade. Physiquement malade. Alors que, quand je viens chez toi, ou que je te parle, je me sens en parfaite santé. Mais c'est pas magnifique, ça, vraiment? Etty, mais c'est une des plus belles choses que vous m'ayez dites aujourd'hui. Oh. Attends, Lucie, je vais mettre l'accordéon avec celui-là. Ah bon? Oui. Bah vas-y, vas-y. Merci pour l'encouragement.
la 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 la. Tu cila kienica, te pomar si kienica, te podiš premąge gorzą czaworo. La 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 la. La 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 la. Tu cila kienica, te pomar si kienica, te podiš premąge gorzą czaworo. La 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 la. Bon, faut peut-être que je reprenne des cours. Oh, t'as de bons restes. Merci, Lucie, pour les restes. Excuse-moi, mamie. Non, mais ça va. Allez. Tu comprends, tout ça, ça me rappelle ma jeunesse. Oh, ben, t'es encore jeune. Jeune, j'ai 85 ans. Oui, mais tu es en pleine forme, hein? Oui, c'est vrai. Mais bon, t'as vu tout ce que Etty a avancé en 2 ans, elle? Chacun son rythme. Merci. Déjà, le 11 décembre 1941, elle a dit l'essentiel... L'essentiel est d'être à l'écoute de son rythme propre et d'essayer de vivre en le respectant. D'être à l'écoute de ce qui monte en soi. La seule vraie certitude touchant notre vie et nos actes ne peut venir que des sources qui bouillonnent au fond de nous-mêmes. Je le dis en cet instant avec beaucoup d'humilité et de gratitude. Mon Dieu, je te remercie de m'avoir faite comme je suis. Je te remercie de m'avoir donné parfois cette sensation de dilatation, qui n'est rien d'autre que le sentiment d'être pleine de toi. Je te promets que toute ma vie ne sera qu'une aspiration à réaliser cette belle harmonie. Dans mes moments les plus fructueux, je sens qu'en même temps, il y a des démons qui se lèvent en moi, des forces destructrices, quelque chose de cosmique. J'ai besoin de m'agenouiller quelque part dans un coin tranquille, de me rassembler et d'empêcher mes forces de se pulvériser dans l'infini. Et maintenant, 1. Desservir le petit déjeuner. 2. Finir de préparer la leçon de Lévi. Et 3. Un peu de make-up sur le museau. Mais Lucie, c'est pas à peu près à ce moment-là qu'elle rencontre son ami Yann Ball de l'université. Qui étudiait le russe avec elle. Etty, quel froid. Viens Yann, viens dehors. Ouh. Oh, mais regarde tes mains. Elles sont violacées. Oh, Yann. Comment tu vas? T'as pas entendu les nouvelles, toi, à sourire comme ça? Ils ont encore tué quelqu'un hier sous la torture. Un de plus. C'était ce garçon tranquille de Cultura. Ah, je me rappelle. Il jouait de la mandoline. Il avait une jolie fiancée. Elle était devenue sa femme, ils avaient un enfant. Les brutes. Ils l'ont démoli. Mais tu comprends quelque chose, toi, Etty? Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens, à se détruire comme ça les uns les autres? Les gens? Les gens? Tu vois pas que tu en fais partie? La saloperie des autres, Yann, est aussi en nous. Et moi,
Je vois pas d'autre solution. Non, non, vraiment aucune autre solution que de rentrer en soi-même et d'extirper de son âme toute cette pourriture. L'unique leçon de cette guerre, Yann, c'est de nous avoir appris à regarder en nous-mêmes et pas ailleurs. La saloperie des autres est aussi en nous. Je me demande si c'est pas toi qui as raison, Etty. C'est vrai, Yann. Tu sais que tu dis ça, tu me donnes du courage. Jusqu'à ce soir. Allez, viens, Etty. On va se réchauffer. C'est tellement facile, ce désir de vengeance. On vit dans l'espoir de ce moment de vengeance. Mais cela nous apportera rien. Les menaces extérieures s'aggravent sans cesse. La terreur s'accroît de jour en jour. J'élève la prière autour de moi comme un mur protecteur, plein d'ombres propices. Et j'en sors plus forte, plus ramassée. Devenir très, très simple et vivre cette simplicité. Je me suis coupé les ongles des orteils, j'ai bu une tasse de vrai cacao Van Houten et j'ai mangé une tartine au miel, le tout avec une vraie passion. On accueille avec gratitude, comme un don du ciel, tout ce qui nous reste de bon. Ce jour est historique. Non parce que je dois me rendre à la Gestapo tout à l'heure avec Speer, mais parce que malgré cela, je trouve la vie si belle. Lucie, ça va être des narcisses. Elles vont être magnifiques. Ah, excuse-moi. Est-ce que tu as vu ça, Lucie, que chaque fois que Etty parle des fleurs, c'est comme si elle parle d'elle-même? La petite roseté, si fragile, si chétive, si lasse de vivre. Ma Jacinthe commence à se ratatiner, elle a vécu passionnément. Les roses de mon bureau sont si largement ouvertes qu'elles ne peuvent aller plus loin. Demain leurs pétales seront tombés. Je voudrais tant éclater en bourgeon à côté du géranium qui de jour en jour continue à ensanglanter le décor. Regarde. Ah,
C'était en avril 42. La 3e année de la Seconde Guerre mondiale. C'était l'anniversaire de Speer. Ils avaient mangé des macaronis et bu du café noir, dont Liesel s'était grisé. Qu'est-ce que tu en penses, Liesel? Où en serons-nous l'année prochaine de cette guerre? Peut-être qu'elle nous aura déjà quittés. Avec la chasse, tout ça, avec la chasse, tout ça, avec la chasse, à mes tout pécrénats. Avec la chasse, tout ça, avec la chasse, tout ça, avec la chasse, à mes tout pécrénats. Tu es un mélange de russe et d'espagnol. Une Carmen russe. Ce n'est que pour le moment qu'une petite anémone rouge flétrie. Mais dans un tas d'années, je la retrouverai entre ces pages. Et je dirai... Regardez, cette anémone, je la portais dans mes cheveux le jour du 55e anniversaire de l'homme qui fut le plus grand, le plus inoubliable ami de ma jeunesse. Gay a chai palopani, a chabogi a palal. Gay a chai palopani, a chabogi a palal. Avec la chasse, tout ça, avec la chasse, tout ça, avec la chasse, à mes tout pécrénats. Avec la chasse, tout ça, avec la chasse, tout ça, avec la chasse, à mes tout pécrénats. J'ai déjà subi 1000 morts dans 1000 camps de concentration. Tout m'est connu. D'une façon ou d'une autre, je sais déjà tout. Et pourtant, je trouve la vie si belle et riche de sens à chaque instant. Aux dernières nouvelles, tous les Juifs de Hollande doivent transiter par la Drenthe à Westerbork avant d'être déportés en Pologne. La radio anglaise a révélé que depuis avril de l'année dernière, 700 000 Juifs ont été tués en Allemagne et dans les territoires occupés. Un jour, j'étais capable de dire, les Allemands, il faut les exterminer jusqu'au dernier, quelle sale race. Mais en fait, il n'y aurait plus qu'un seul Allemand respectable. Il serait digne d'être défendu contre toute la horde des barbares et son existence. Vous enlèverez le droit de déverser votre haine sur un peuple entier. Pour humilier, il faut être deux. Celui qui humilie et celui qui veut bien se laisser humilier. Si ce dernier fait défaut, les humiliations infligées s'évanouissent en fumée. Ce qui reste, ce sont les mesures vexatoires, mais non cette humiliation qui accable l'âme. Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce soit, ou bien domine cette haine et la change en autre chose. Peut-être à la longue en amour, ou est-ce trop demandé?
Mamie, j'ai fait un essai sur quelques textes d'Etty. Bon, c'est un peu spécial, hein. Mais moi, je suis très moderne, hein. Viens t'installer là-haut. Merci. Voilà. Une fois, c'est un Hitler. Une autre fois, la peste, la famine, les tremblements de terre. Peu importe les instruments de la souffrance. Ce qui compte, c'est la façon d'assumer la souffrance. Être présent à 100%. Devenir simple et être. Assumer la souffrance. Regarder la mort en face. Probablement lamentable. Je l'ai regardé en face. Accepter la mort, même la mort la plus affreuse. Accepter la mort comme partie intégrante de la vie. Être présent à 100%. Devenir simple et être. Assumer la souffrance. Regarder la mort en face. Il faut oublier les mots comme Dieu, la mort, la souffrance. Il faut devenir aussi simple et muet que le blé qui pousse. Il faut se contenter d'être. Merci, Lucie, c'était très beau. Aussi simple et muet que le blé qui pousse. J'ai un texte à te dire à mon tour, mais c'est pas tout à fait le même style. Tu peux me mettre le siège là. Merci. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, mon Dieu. Une broutille. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je peux rien garantir d'avance. Il y a une chose qui m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider. Mais c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Il y a des gens qui, jusqu'au dernier moment, tâchent de mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes, des cuillères en argent, au lieu de te protéger toi, mon Dieu. Et il y a des gens qui cherchent à protéger leur propre corps
qui n'est plus que le réceptacle de 1000 angoisses et de 1000 haines. Ils disent, moi, je ne tomberai pas sous leurs griffes. Ils oublient qu'on n'est jamais sous les griffes de personne tant qu'on est dans tes bras. Cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un peu de calme. Tu connaîtras sûrement des moments de disette en moi, mon Dieu. Mais crois-moi, je te resterai fidèle et je ne te chasserai pas de mon enclos. Derrière la maison, la pluie et la tempête de ces derniers jours ont ravagé le jasmin. Mais quelque part en moi, ce jasmin continue à fleurir, aussi tendre, aussi exubérant que par le passé. Tu vois, comme je prends soin de toi, je ne t'offre pas seulement mes larmes et mes tristes pressentiments en ce dimanche matin grisâtre et venteux. Je t'offre un jasmin odorant. Je veux te rendre ton séjour le plus agréable possible. Sarmange piraya pebisa mayasa jibene mane galimiro mrivane raya vita. La 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 la. Dipende man gel miro rivane raya vita. Salmange prihaya pebisa mayata. Dipende man gel miro rivane raya vita. La 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 la. Dipende mane gele mio, rivagne ne roia vita. En juillet 42, Etty travaille pour le Conseil juif à Amsterdam et dans le cadre de ce travail, décide de rejoindre le camp de transit de Westerbork, dans la plaine de la Drenthe, au nord de la Hollande. Elle sera assistante sociale auprès des Juifs qui sont amenés de force de tout le pays. L'angoisse est présente partout. Tous attendent quelquefois des mois et des mois le départ en Pologne, sans vraiment comprendre ce qui les attend. Salmange prihaya pebisa mayasa jibene man gele miro rivane raya vita. La 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 la. Jibene man gele miro rivane raya vita. La grande détresse, la détresse criante de Westerbork ne commence que dans ces immenses baraques élevées à la hâte, dans ces hangars de planches disjointes, bourrés de cargaisons humaines. Sous le ciel bas du linge que font sécher des centaines de personnes, les chalets de fer s'entassent sur 3 niveaux. Ah, ces chalets. On y vit, on y meurt, on y mange, on y est cloué par la maladie. Et on passe des nuits sans sommeil à ressasser toujours la même question. Pourquoi n'a-t-on reçu aucune nouvelle des milliers de gens qui sont partis d'ici? Sous les lits s'empilent des valises. Au montant de fer pendent des sacs à dos.
Quelques poêles dispensent juste assez de chaleur pour les petites vieilles qui s'agglutinent en cercle autour d'eux. Mais comment fera-t-on pour passer l'hiver dans ces baraques? Et tu vas prendre soin des plus démunis. Offrir du pain, du thé, du café. Elle les entoure de tendresse. Ce matin, il y a encore eu beaucoup de monde. Je me suis soudain retrouvée assise avec un enfant qui dormait contre mon épaule gauche et une femme qui pleurait contre la droite. Et cet après-midi vont arriver encore beaucoup d'autres gens et cela ne s'arrêtera jamais. Et ce soleil radieux qui inonde la lande, il devrait être mort de honte. Lucie, tiens. Oh, c'est bienvenu, mamie. Merci. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, mamie? Ça va pas? Ça suffit, non? Non. On continue. Allez, viens. Pour toi, Lucie. En août 42, Etty repart de Westerbork pour Amsterdam. Elle va rencontrer Spier qui est gravement malade. Le 15 septembre, Julius Spier meurt d'un cancer du poumon. Etty va rendre visite à son grand ami une dernière fois. Mamie, je joue Spier. Mais il est mort. Je joue le mort. Tu crois? Tiens, regarde. Voilà donc couché dans ce petit 2 pièces, cher, grand et bonne. J'avais encore 1000 choses à te demander, à apprendre de ta bouche. Désormais, je dois m'en tirer toute seule. Mais je me sens très forte, tu sais. C'est toi qui as inspiré en moi ces forces dont je dispose. Tu m'as appris à prononcer sans honte le nom de Dieu. Tu as servi de médiateur entre Dieu et moi. Et maintenant, toi le médiateur, tu t'es retiré et mon chemin mène directement à Dieu. Mais je ne suis pas triste. Je trouve la vie si belle et riche de sens, au moment même où je me prépare à être déportée vers des régions inconnues d'un moment à l'autre. Je me sens remplie d'une joie profonde. Mon Dieu, je te suis si reconnaissante de tout.
Oh bah dis donc, quel parcours, hein. Ouais. Mais je comprends pas, elle vient de perdre son meilleur ami et elle est heureuse. Alors ça me dépasse. Ah oui. Mais même quelques jours après la mort de Spire, elle va dire « J'ai appris à aimer Westerbork. J'en ai la nostalgie. » Mais comment elle peut dire une chose pareille? Aimer Westerbork? C'est parce qu'elle a beaucoup appris à Westerbork. Elle a appris à regarder en elle-même et voir les bons et les mauvais côtés de l'humanité. Après, à se pardonner elle-même. Et après, pardonner les autres. Accepter de se tromper. Eh oui. Ça doit être l'un des apprentissages les plus difficiles pour un être humain. Même une semaine après la mort de Spire, elle va chercher à comment transmettre par l'écriture tout ce qu'elle vivait. Je voudrais pouvoir venir à bout de tout par le langage. Pouvoir décrire ces 2 mois passés derrière les barbelés les plus riches et les plus intenses de ma vie. Elle a toujours rêvé de bien écrire. Hein. Si j'écris un jour, je voudrais pouvoir tracer quelques mots au pinceau sur un grand fond de silence. Il faut si peu de mots pour dire les quelques grandes choses qui comptent dans la vie. Ici, regarde. Oh. Attends. Je veux écrire un livre. Et Spire lui avait dit, vous êtes encore dans les douleurs de l'enfantement, mais vous n'êtes plus très loin. Les gens sont parfois pour moi comme des maisons aux portes ouvertes. J'entre, j'erre à travers les couloirs, les pièces. Dans chaque maison, l'aménagement est un peu différent, mais pourtant, elles sont toutes semblables. Mon Dieu, je te chercherai un logement et un toit dans le plus grand nombre de maisons possibles. C'est une image amusante. Il y a tant de maisons inhabitées où je t'introduirai comme invité d'honneur. Et puis Yopi, son grand ami à Westerbork. Viens Yopi, viens dehors. Etty, te voilà. T'as vu les étoiles? T'es pas un peu nostalgique parfois? Je n'ai aucune nostalgie puisque je suis chez moi. Tu es chez toi. Je suis chez moi. Partout s'étend le ciel, on est chez soi. Le ciel existe. Pourquoi n'y vivrait-on pas? Mais c'est plutôt l'inverse. C'est le ciel qui vit en moi. Tout vit en moi. En tout lieu de cette terre, on est chez soi lorsque l'on porte tout en soi. Après 6 mois de maladie à Amsterdam, le 6 juin 1943, Etty revient enfin à Westerbork. Le camp s'est encore dégradé. La pression des nazis s'accentue.
Les nazis donnent alors le choix aux collaborateurs du conseil juif dont Etty faisait partie, soit de retourner à Amsterdam pour y vivre librement, soit de rester à Westerbork, comme tout prisonnier du camp. Etty choisit, en toute liberté, de rester à Westerbork. Elle veut partager le destin de son peuple et elle espère aussi protéger sa famille, qui arrivera à Westerbork quelques jours plus tard. Etty a choisi de partir avec les siens. Alors que moi, j'ai été cachée avec ma mère, loin de mon père. Mais qu'est-ce que tu fais, Lucie? La suite, mamie. Le camp de Westerbork. Ce camp finalement pas si grand que ça. 600 mètres de long sur 500 mètres de large. Là où on va mettre jusqu'à 20 000 juifs à la fois, avant qu'ils repartent dans les trains. 24 baraques, alignées les unes à côté des autres. Jusqu'à 800 personnes dans une seule baraque. C'est une vraie ville, où une vie doit s'organiser au quotidien. La place d'appel au milieu du camp. Chaque matin, le recensement du camp dans la boue et la poussière. Les miradors, il y en avait 7. Les miradors. Et dire que ce camp n'était surveillé que par une vingtaine d'Allemands. La maison du commandant, à l'entrée du camp. La prison. La prison dans la prison. Anne Frank s'est trouvée là, avec sa famille. L'hôpital. Etty est allée souvent voir son père à l'hôpital. Les rails. Qui rentre dans le camp. Et les convois. Le convoi. Le camp. Et Etty choisit de revenir là. Et parmi ceux qui échouent sur cette aride Pendelande, on trouve aussi des vedettes. De la vie politique et culturelle des grandes villes. Des avocats. Des artistes. Des députés. Des rabbins. Autour d'eux, les décors de théâtre qui les protégeaient ont été soudain emportés. Et les voilà tout tremblants sur cette scène nue et ouverte aux 4 vents qui s'appelle Westerbork. Ils longent les femmes barbelées. La solide armure que leur avait forgée position sociale, notoriété et fortune est tombée en pièces, leur laissant pour tout vêtement la mince chemise de leur humanité. Lorsqu'on touche au fond de la détresse, la vie exige bien d'autres qualités.
Mais c'est ça le grand obstacle. C'est la représentation, les idées qu'on se fait des choses, mais non la réalité. La réalité, on la prend en charge avec toute la souffrance, on la hisse sur ses épaules. Mais la représentation de la souffrance, il faut la briser. Et en la brisant, on libère en soi-même la vie réelle, avec toutes ses forces. Et l'on devient capable de porter la souffrance réelle dans sa propre vie et dans celle de l'humanité. Me voilà de retour à Westerbork. Les baraques sont si pleines qu'on n'y ferait pas tenir un chat. Oh, mademoiselle, excusez-moi. Est-ce que vous savez s'il y aurait des soins médicaux en Pologne? Je sais pas. Merci. Mademoiselle. Bonjour. 53 ans de mariage. Ma femme, elle est à l'hôpital à Utrecht. Et moi, on va m'emmener loin de la Hollande. Demain matin. Mais on est où exactement, hein? Et où est-ce qu'on nous emmène, hein? Les vieilles gens, c'est un chapitre à part. Leur visage éteint, leurs gestes maladroits peuplent encore les nuits sans sommeil de beaucoup d'entre nous. Mademoiselle Etty, vous êtes là. Je suis là. J'ai pas pu le nourrir depuis quelques jours. Que de soupe aux choux. Parfois, je hurle comme ça. Mon Dieu! Mon Dieu! Mais existe-t-il vraiment? Les gémissements des nouveau-nés qui emplissent les moindres fentes, les moindres recoins de cette baraque à l'éclairage fantomatique. Ces bébés qu'on a arrachés à leur berceau en pleine nuit pour les transporter vers un pays lointain. Les bébés, c'était le pire. Il est 4 heures du matin. Je suis de nouveau sur la brèche, portant nourrissons et bagages.
En quelques heures, on peut faire provision de mélancolie pour toute une vie. La locomotive jette un cri affreux. Tout le camp retient son souffle et 3000 juifs de plus nous quittent. Là-bas, dans les wagons de marchandises, il y a plusieurs bébés atteints de pneumonie. Il y a 35 wagons de marchandises entièrement clos. On a juste ôté ici et là quelques lattes. Et par là dépassent des mains qui s'agitent comme celles des noyés. Le ciel est plein d'oiseaux. Les lupins violets s'étalent avec un calme princier. Deux petites vieilles discutent sur un banc. Le soleil m'inonde le visage et sous nos yeux s'accomplit un massacre. Tout est si incompréhensible. « 93 trains, 93 convois ont ainsi pris le même chemin. Ils sont partis à Auschwitz, Sobibor, Theresienstadt, Bergen-Belsen, Ravensbrück et Buchenwald. Il m'arrive alors de me demander ce que tu veux faire de moi, mon Dieu. Mais peut-être cela dépendra-t-il justement de ce que je veux faire de toi. Ah, mais mademoiselle Letty, vous êtes là. Ah oui, oh, je suis là. Mais comment est-ce possible? Mais c'est pas possible. Écoutez, moi, je dois partir pour la Pologne demain matin. Et j'ai pas assez d'habits secs. En plus, mon petit, il est malade. Il a de la fièvre. Tiens, vous pourriez pas obtenir que je reste ici? Je peux vraiment rien faire. Mais j'ai pas assez d'habits secs. Il y a de quoi devenir pâle. Et dire que on nous donne qu'une seule couverture. On va geler, non? Et puis, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils laissent les enfants avec leur mère? On voudrait être un baume versé sur tant de plaies. On voudrait être
un baume versé sur tant de plaies. Le dernier cahier d'Etty qui nous soit parvenu, le numéro 11, se termine donc avec ces paroles. Un ami inoubliable, Julius Spier, m'a appris à temps cette grande leçon de Matthieu 6. Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain s'occupera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est la seule attitude qui nous permet de vivre ici. D'ailleurs, il ne s'agit déjà plus de vivre, mais plutôt à l'attitude à adopter face à notre anéantissement. Mamie, mais je ne comprends pas. Elle sait que sa déportation est imminente. Mais où est-il, son Dieu? Il laisse faire tout ça? Lucie, il semble qu'à travers sa vie, Etty a découvert un Dieu non puissant, désarmé, fragile. Écoute ce qu'elle dit à Maria dans une lettre qu'elle envoie 4 jours avant de partir à Auschwitz. Maria, aujourd'hui, nous avons pris un peu d'âge. Nous sommes devenus un être marqué par la souffrance pour la vie. Et pourtant, je trouve cette vie étonnamment bonne, Maria. Pour peu que nous fassions sorte, malgré tout, que Dieu soit chez nous en de bonnes mains. Dieu chez nous en de bonnes mains? Mais tu sais, les bonnes mains étaient partout. À Amsterdam, tous les colis qu'ils ont envoyés. Du pain pour le père, la sanovite pour la mère. Des fruits, du café, des biscuits, des colis. Un jour, un colis spécial est arrivé. Papa, viens vite. Un colis de Christine pour toute la famille. Qu'est-ce qu'elle a dû trouver à nous envoyer maintenant? Des lunettes. Contre la poussière, certainement. Ah, c'est fameux. Papa. Etty. Le 6 septembre 1943, un message arrive de La Haye donnant ordre à la famille Hilson de partir pour la Pologne par le convoi du lendemain matin. Pour Etty, c'était comme un coup sur la tête qu'il a d'ailleurs littéralement envoyé au tapis. Mais en moins d'1 heure, elle s'était ressaisie. Qu'est-ce que j'emporte? Mon journal. Mon journal. Mes petites bibles.
Ma grammaire russe. Et mon Tolstoï. Et c'est ainsi qu'elle s'est engagée sur le boulevard des Convois. Parlons d'un ton enjoué, riant, un mot gentil pour tous ceux qu'elle croisait sur son chemin, pétillante d'humour. Elle fut une des dernières à monter dans le train. Et voilà le train qui part. Un coup de sifflet strident et les 1000 transportables se mettent en branle. À la voiture 12, un joyeux au revoir d'Etty. Quelques jours après, son amie Christine a reçu une carte. Les derniers mots d'Etty. Cette carte était jetée du train. Quelqu'un a dû la ramasser et la mettre à la poste. Oh, est-ce qu'il y a de la place par là? Oh, Venez là. pardon. Ben, j'y peux rien. Ben, merci, mademoiselle. Ça va aller? Christine. J'ouvre ma Bible au hasard et trouve ceci. Le Seigneur est ma chambre haute. Je suis assise au milieu d'un wagon de marchandises bondées. Papa, maman et Micha sont quelques wagons plus loin. Ce départ est tout de même venu à l'improviste. Ça va? Est-ce que vous savez si ça va durer longtemps? 2 ou 3 jours. Courage. Nous avons quitté ce camp en chantant. Père et mère, très calmes et courageux, Micha également. Merci de tous vos bons soins. Peut-être ma dernière longue lettre. Un au revoir de nous 4. Etty. Écoutez au-dedans. De fait, ma vie n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans. De moi-même, des autres, de Dieu. Quand je dis que j'écoute au-dedans, en réalité, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi. Écoute l'essence et la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. Et voilà, c'était l'histoire d'Etty. Je pense qu'à travers elle,
tu comprends mieux notre époque maintenant. Quant à Etty, son dernier cahier a disparu. Sans doute dès son arrivée à Auschwitz. On sait simplement qu'elle est morte le 30 novembre 1943. Mais moi, j'aime imaginer Etty là-bas à Auschwitz, reprendre pour elle cette histoire des petits cailloux, tu sais. Dans je ne sais plus quelle tribu ancienne, la coutume voulait qu'à la fin de chaque jour, l'on dépose dans un vase un petit caillou noir ou blanc. Selon que la journée avait été mauvaise ou bonne. Et à la fin de la vie d'une personne, on retournait le vase et l'on pouvait constater si sa vie avait été belle Ou moche, ou difficile. ou merveilleuse. Dans le rôle de Macha, Mary Viennot. Dans le rôle de Lucie, Annick Galichet. Dans le rôle du metteur en scène, du décorateur et du créateur lumière, Michel Viennot. Au son, Denis Lombard.